Bonjour, bienvenue. Alors, le programme étant dense pour cette heure de webinaire sur le microbiote, je propose d'introduire, de commencer à introduire ce webinaire. Et puis, voilà, il est 46, les retardataires nous prendront en cours de route. Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire 2022 de l'Institut Nutrition. Je suis Anne Moreau, je suis la déléguée générale de l'Institut Nutrition, qui est la fondation de l'entreprise Restalliance, et je serai la modératrice de ce webinaire. Alors, pour ce premier webinaire, nous avons choisi de plonger dans le monde merveilleux du microbiote. En effet, nous avons plus de bactéries dans les intestins que de cellules dans notre corps. Certains nomment le microbiome comme l'organe oublié. Et rien que pour le microbiote intestinal, c'est plus de 100 000 milliards de bactéries qui vivent dans notre intestin et qui assurent au quotidien et de façon cachée des fonctions digestives, métaboliques, immunitaires et neurologiques. Alors, comment le microbiote, finalement, participe à notre bonne santé? Quel est son rôle? Et puis, la question précise de ce webinaire, c'est vraiment quel est le lien entre le microbiote et les problèmes de surpoids et d'obésité? Aujourd'hui, la science montre qu'il y a un lien avéré. On va essayer de comprendre lequel. Et puis, enfin, quelles sont les avancées thérapeutiques et qu'est-ce qu'il faut mettre dans son assiette pour prendre soin, pour nourrir son microbiote. Alors, autant de questions passionnantes pour lesquelles nous avons invité et nous avons la joie d'accueillir Corinne Grangette. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous êtes directrice. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Très bien. Vous êtes directrice de recherche à l'Institut Pasteur de Lille. Vous vous intéressez au microbiote et à la sélection de probiotiques en santé humaine depuis plus d'une vingtaine d'années. On peut dire que vous étiez vraiment précurseur sur cette thématique. Et après, vous êtes intéressé au rôle de ces bactéries dans le contexte de maladies inflammatoires chroniques intestinales. Vous vous êtes spécialisé et focalisé ces dernières années sur la sélection de souches capables de limiter les désordres physiopathologiques associés à l'obésité. Vous étiez donc notre speaker toute trouvée pour animer ce webinaire. Je vous laisse donc la parole. On va organiser simplement les choses avec... Donc Corinne, vous êtes à la manœuvre pour 3 quarts d'heure. Et puis, toutes les questions sont les bienvenues dans l'onglet questions que vous trouvez en bas à droite de votre écran. Et moi, j'assurerai en tant que modératrice, j'essaierai de compiler les questions pour les poser en fin d'intervention à Corinne. Voilà, c'est le top départ, Corinne. Je vous laisse partager votre présentation et je vous laisse la main. Voilà, vous voyez tous mon écran? C'est bon? Je pense que c'est parfait, Corinne. Vous pouvez y aller. Et vous m'entendez bien? Yes. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, aujourd'hui, au cours de ce webinaire, je vais essayer de vous faire un survol sur ce qu'est le microbiote, quelles sont ses fonctions et son rôle, et en particulier dans le contexte de l'obésité. Qu'est-ce qui se passe justement quand il est perturbé, ce qu'on appelle une dysbiose, et donc j'accentuerai l'impact sur le développement de l'obésité, et comment en fait on peut cibler ce microbiote comme outil thérapeutique pour traiter ces pathologies. Alors tout d'abord, une petite introduction sur ce qu'est le microbiote. Donc, et pourquoi on s'est intéressé au microbiote? En fait, il y a encore une centaine d'années, on mourait essentiellement de maladies infectieuses et suite à l'apparition des antibiotiques et de la vaccination, aujourd'hui, on voit qu'on meurt essentiellement de pathologies chroniques
en particulier de pathologies cardiovasculaires, donc de maladies qui ne sont pas transmissibles. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que ces pathologies sont en très forte incidence dans les pays industrialisés, mais aussi en augmentation dans les pays en émergence. Et donc, on a essayé de comprendre à quoi cela était dû, à des changements de style de vie, de facteurs environnementaux ou des changements d'alimentation. Et en fait, avec l'apparition de toute cette nouvelle technologie, on s'est intéressé au rôle du microbiote, notamment avec l'émergence des théories de l'hygiène. Alors, ça a fait l'objet de nombreuses publications. On compte aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, plus de 90 000 publications quand on tape microbiote dans les banques de données. Et actuellement, ces dernières années, on compte plus de 15 000 publications par année. Donc, ça fait une explosion de connaissances vraiment vertigineuse. Ça fait l'objet de publications dans des grandes revues scientifiques, comme Nature, Cell, Science, mais aussi dans des journaux destinés au grand public et aussi fait l'objet de nombreux livres de vulgarisation. Alors, pour aborder le microbiote, quelques définitions pour savoir de quoi on parle. Donc, le microbiote, la définition, c'est un ensemble de micro-organismes qui est composé de bactéries, d'archées, de virus, de champignons, de protozoaires qui sont présents dans un même écosystème. On a plusieurs microbiotes au sein de notre corps selon les cavités corporelles. Quand on parle de microbiome, en fait, c'est l'ensemble des micro-organismes et de leur génome, puisque comme vous allez pouvoir le voir, certains de ces micro-organismes, on ne sait encore pas les isoler, mais par contre, on arrive à les identifier par des techniques de séquençage. Et effectivement, ces techniques qu'on appelle métagénome ou métagénomiques, ce sont en fait des méthodes qui nous permettent justement d'analyser l'ensemble du matériel génétique qui va être présent dans un écosystème. Donc, on peut avoir des techniques plus ou moins sophistiquées. Donc, effectivement, il y a encore une vingtaine d'années, 25 ans, on ne savait identifier que les micro-organismes, en particulier les bactéries, qu'on était capable d'isoler et de cultiver. Et puis, avec l'apparition, en fait, il y a un problème dans mon PDF, mais c'est pas grave. Avec l'apparition, en fait, de toutes ces techniques de séquençage haut débit qu'on appelle la métagénomique ou la métatranscriptomique, on est capable de voir maintenant qu'on héberge, en fait, des communautés microbiennes beaucoup plus complexes que ce qu'on avait imaginé il y a une vingtaine d'années, et on découvre, en fait, qu'on ne voyait que le sommet de l'iceberg. Donc, il me manque la petite partie basse de ma diapositive. Et puis, il y a aussi des techniques beaucoup plus sophistiquées, comme des techniques de métatranscriptomique, donc qui permettent de voir quels sont les gènes qui s'expriment et donc qui ont une fonction, et aussi des techniques de métaprotéomique ou métabolomique, donc c'est des noms un peu barbares, mais pour désigner en fait des techniques de haut débit qui permettent d'identifier tous les métabolites qui sont produits par les micro-organismes, et donc d'avoir une meilleure visibilité sur toutes les fonctions que ces micro-organismes peuvent exprimer au sein de notre corps. Alors, avec tout ça, on s'est aperçu qu'effectivement, comme Anne Moreau le disait dans son introduction, on héberge à peu près 2 à 4 fois plus de cellules microbiennes dans notre corps que le nombre total de nos cellules. Et à l'échelle de la population, on considère actuellement qu'il y aurait plus de 1000 espèces différentes. On aurait à peu près 150 à 200 espèces par individu. Ce qui est aussi important à savoir, c'est que le génome donc de ce microbiote, le microbiome, code à peu près pour 150 fois plus de gènes que notre propre génome. Donc cela nous apporte de nombreuses fonctions supplémentaires, et c'est d'autant plus important que ce microbiote au niveau de l'intestin étant étroite interaction avec une surface muqueuse énorme, puisque si l'on considère la surface des villosités et des microvillosités, on arrive à peu près à la surface d'un terrain de tennis. Et donc, on a effectivement 100 000 milliards de bactéries qui interagissent avec une surface énorme. Donc, ça nous apporte de nombreuses fonctions supplémentaires, et on considère le microbiote aujourd'hui comme un organe à part entière, et on parle notamment d'holobionte pour désigner notre corps humain. C'est une véritable symbiose.
Alors, en ce qui concerne la composition du microbiote, quand on regarde les grands groupes bactériens qu'on appelle des phyla, on voit en fait qu'on a un nombre limité de ces phyla avec 2 phyla prédominants, les Bacteroidetes qui codent pour des bactéries à gram négatif, les Bacteroides essentiellement, et des Firmicutes qui englobent en fait toute une série de bactéries à gram positif. Et puis, on a des phyla minoritaires qui sont surtout composés de protéobactéria, donc ce sont essentiellement des entérobactéries, d'actinobactéria, et au niveau de l'intestin, on retrouve notamment les bifidobactéries, qui sont bien connues pour leurs effets bénéfiques, et puis un phylum minoritaire, mais qui en fait ne comprend qu'une seule espèce pour le moment identifiée, le phylum de Verrucomicrobiacées, qui comporte en fait une bactérie qui s'appelle Akkermansia mucinifila. Et je reviendrai sur cette bactérie parce qu'elle a un rôle crucial à jouer dans le contrôle de l'obésité. Alors, lorsqu'on regarde un peu plus finement la composition des bactéries au niveau des familles et encore plus au niveau des genres et des espèces, on voit en fait de grandes variations individuelles selon les individus, donc, et on peut considérer qu'on a chacun un microbiote qui nous est propre. C'est un peu comme une empreinte génétique. On a vraiment un microbiote très, très variable selon les individus. Alors, ce qui est important aussi à intégrer, c'est que ce microbiote va être influencé par de nombreux facteurs, et notamment à la naissance par tout ce qui peut se passer dans les premières semaines de la vie. Alors, il y a quelques petites bactéries qui semblent passer la barrière fœtale, mais c'est surtout à la naissance en fait que le microbiote va s'implanter. Et donc ça va être différent selon le mode d'accouchement. Par voie vaginale, l'enfant va surtout acquérir la flore vaginale et rectale de la mère, alors que par césarienne, il va surtout avoir le microbiote de l'environnement. Le type d'alimentation est également très important, et notamment les enfants qui sont allaités avec du lait maternel vont avoir un microbiote enrichi en bifidobactéries. Les traitements aussi vont influencer fortement la composition du microbiote, et notamment la prise d'antibiotiques va entraîner une réduction de la diversité microbienne. Mais en fait, tout ça va se rééquilibrer dans les mois qui vont suivre, et on considère que le microbiote est stable à l'âge de 2 ans et puis va rester stable tout au long de la vie adulte. Néanmoins, tout ce qui s'est passé dans ces premières semaines de vie peut avoir une répercussion importante sur notre santé à l'âge adulte, puisque en fait, il va façonner notre immunité, façonner notre barrière intestinale, mais aussi notre régulation métabolique. Et donc, ça peut impacter sur le développement à l'âge adulte, dans le futur, de pathologies chroniques. Et bien évidemment, aussi ce qui se passe lorsqu'on va vieillir. Et là, le microbiote va aussi être à nouveau modifié. Alors, je vais maintenant aborder justement les grandes fonctions du microbiote, essayer de les survoler parce que on pourrait y passer des heures, mais en commençant par vous faire un tableau général du rôle du microbiote. Donc, comme je vous le disais, à la naissance, il va surtout avoir un rôle dans le développement, la maturation de la barrière intestinale et du système immunitaire, mais ensuite, à l'âge adulte, il va avoir un rôle clé pour maintenir la bonne intégrité de la barrière intestinale et réguler le système immunitaire. Il a un rôle clé à jouer aussi de protection contre les pathogènes, en occupant des niches, en consommant des substrats, et aussi en favorisant l'induction de peptides antimicrobiens qui vont empêcher le développement de pathogènes, mais aussi façonner la composition du microbiote. Et ceci peut aussi avoir une répercussion dans d'autres organes que l'intestin à distance, et notamment au niveau du poumon, par le passage de métabolites ou le recrutement de populations cellulaires. Il va pouvoir en fait participer à maintenir la santé ou favoriser au contraire le développement de pathologies pulmonaires comme des pathologies respiratoires ou des pathologies inflammatoires. On sait tous qu'il y a également un dialogue entre l'intestin et le cerveau, et donc à ce niveau-là, le microbiote va pouvoir influencer justement le passage de neuromédiateurs vers le système nerveux central, donc impacter notre comportement, mais aussi le développement de pathologies neurodégénératives. Et à l'inverse, le cerveau peut envoyer aussi des messagers vers l'intestin et contrôler à la fois l'homéostasie intestinale et la composition du microbiote.
Alors aujourd'hui, je vais un petit peu plus vous parler de ce qui se passe au niveau de la régulation métabolique, puisque dans le contexte de l'obésité, c'est vraiment quelque chose d'important, puisque le microbiote va participer à la production de nutriments que nous ne savons pas nous-mêmes synthétiser, comme des vitamines, mais ce qui est surtout important, c'est qu'il va produire notamment des acides gras à chaîne courte qui vont avoir un rôle crucial dans le contrôle du métabolisme. Alors, un tout petit mot sur la barrière intestinale, puisque ça peut avoir un rôle important dans le contrôle de l'obésité. En fait, en état d'équilibre, le microbiote, comme je vous le disais, va maintenir en fait l'intégrité de l'épithélium intestinal et favoriser notamment le maintien des jonctions serrées, qui favorisent l'étanchéité de l'épithélium et donc l'état d'homéostasie. Mais lorsqu'on a des états de dysbiose, ça va créer en fait un état inflammatoire, puisqu'on va surtout avoir la prolifération de bactéries pro-inflammatoires qui vont fragiliser la barrière intestinale et favoriser la translocation soit de micro-organismes, mais surtout de composants bactériens, et qui vont en fait exacerber cet état inflammatoire et conduire à des inflammations chroniques. Donc c'est ce qui se passe dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, mais on a aussi une inflammation de bas grade qui se passe au cours de l'obésité, et j'y reviendrai. Alors, quelques mots sur le système immunitaire. Alors, je ne comprends pas pourquoi mon diaporama, là, j'ai pas toutes les diapositives, je sais pas ce qui se passe, mais bon, normalement, en fait, on voit que le microbiote va envoyer des messages au travers de l'épithélium, et en dessous, en fait, de la muqueuse épithéliale, il y a toute une série de populations cellulaires qui vont être soit pro-inflammatoires et qui vont activer des mécanismes de défense, ou soit au contraire être anti-inflammatoires et réguler en fait les mécanismes d'activation du système immunitaire. Et en fait, le rôle du microbiote va être notamment de favoriser l'induction de populations régulatrices qui vont rééquilibrer en fait la balance immunitaire. Alors, au niveau des activités métaboliques, comme je vous le disais, le microbiote va être là pour nous aider à produire des nutriments que nous ne savons pas produire, comme des vitamines, certaines vitamines, métaboliser le lactose, et ça c'est important pour les gens qui sont intolérants au lactose, qui ont des défauts de lactase. Mais un des rôles vraiment cruciaux du microbiote va être de fermenter en fait les fibres en acides gras à chaîne courte, et donc ces acides gras à chaîne courte vont avoir un rôle crucial sur la régulation métabolique. Donc c'est un schéma un petit peu compliqué, mais ces acides gras à chaîne courte en fait qui sont issus de la fermentation des fibres par le microbiote vont d'une part agir tout comme les bactéries sur le maintien de la barrière intestinale, favoriser l'étanchéité de la barrière, réguler aussi les fonctions immunitaires, mais en plus de ça, en activant des récepteurs qui sont à la surface de l'épithélium, et notamment de cellules particulières qu'on appelle des cellules entéroendocrines, ces acides gras vont favoriser la production de toute une série de peptides, des peptides entéroendocrines, comme le peptide YY, qui va avoir un rôle clé sur le contrôle de la prise alimentaire, donc favoriser la satiété, mais aussi la motilité intestinale, ou le peptide GLP2, qui va avoir un rôle sur la vidange gastrique, et notamment du peptide GLP1 qui a vraiment un rôle très pléiotropique. Alors, il peut agir sur le contrôle de nombreuses cellules de notre corps, et notamment sur les organes métaboliques. Et en agissant sur ces organes, comme le pancréas, le foie ou le tissu adipeux, il va en fait favoriser ce qu'on appelle la sensibilité à l'insuline, donc faire que notre corps va répondre à l'insuline et participer à l'homéostasie du glucidique, donc prévenir le développement de diabète de type 2. Il va aussi participer à la régulation du métabolisme lipidique. Au niveau du tissu adipeux, en fait, il peut à la fois au niveau du tissu adipeux blanc participer au stockage de l'énergie, mais aussi au niveau du tissu adipeux, alors je pense que c'est sur le suivant, au niveau du tissu adipeux brun, favoriser la thermogénèse, donc activer toute une série de cascades de signalisation qui vont favoriser la dépense énergétique. Donc on peut jouer sur la balance stockage de l'énergie ou dépense énergétique.
Alors, les bactéries du microbiote ont aussi un rôle à jouer dans le métabolisme du cholestérol, d'une part en favorisant son excrétion, par exemple sous forme de coprostanol, qui va être éliminé dans les fesses, dans les métals fécales, mais aussi dans le métabolisme du cholestérol en acide biliaire. Et notamment, en fait, les acides biliaires vont arriver du foie vers l'intestin par la veine porte, et là, ils vont être transformés par les bactéries du microbiote en acide biliaire de type secondaire, et on a tout un profil en fait différent d'acide biliaire selon les bactéries qui sont en présence, et ce pôle d'acide biliaire va aussi avoir un rôle endocrine, tout comme les acides gras chaîne courte, jouer en fait sur le métabolisme énergétique et l'homéostasie glucidique. Donc par tous ces mécanismes, en fait, notre corps peut, le microbiote peut influencer toutes les fonctions métaboliques de notre corps. Alors, donc, qu'est-ce qu'il se passe quand ce microbiote est perturbé, quand il y a des modifications et donc l'apparition de pathologies? Alors, pour comprendre ça, il faut savoir que le microbiote est à l'équilibre entre de nombreux facteurs, des facteurs génétiques, mais aussi épigénétiques, qui peuvent être influencés par l'environnement. Comme je vous l'ai dit, la façon dont il s'implante à la naissance, et donc là, c'est une fenêtre vraiment cruciale pour le développement de l'équilibre du microbiote. Les régimes alimentaires, donc vous comprendrez bien que si on a un régime riche en fibres qui vont participer justement à la production d'acides gras chaîne courte, ou à l'inverse des régimes plutôt riches en matières grasses et en sucre, on va pas du tout avoir le microbiote, et donc certains régimes peuvent conduire à des états de dysbiose. Bien évidemment, la prise de médicaments comme des antibiotiques, et puis les conditions environnementales et notamment le stress vont aussi fortement impacter sur la composition du microbiote, et on a aussi, j'aurai pas le temps d'y revenir, mais une modification du microbiote qui se fait au cours du vieillissement. Et donc tout ça va conduire à une perturbation de l'équilibre entre les bactéries bénéfiques et les bactéries potentiellement néfastes, et conduire à une dysbiose, c'est-à-dire une modification à la fois de la diversité mais aussi de la fonction du microbiote. Et cette dysbiose, en fait, a été montrée comme étant importante dans le développement de pathologies chroniques. Alors, il y a de nombreuses pathologies chroniques qui sont associées justement à des perturbations du microbiote. On a beaucoup étudié les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, puisque ce sont des pathologies intestinales, donc forcément très fortement impactées, comme la maladie de Crohn, des maladies immunitaires comme les allergies, des pathologies comportementales, et on sait aujourd'hui qu'il y a de fortes modifications du microbiote chez des sujets qui présentent des problèmes comportementaux comme l'autisme ou la dépression, mais aussi dans des maladies neurodégénératives, et bien évidemment dans le développement de pathologies métaboliques comme l'obésité, le diabète de type 1 ou de type 2, ou des pathologies hépatiques comme la stéatose et la NASH. Alors, tout ça n'est pas aussi simple que ça, parce qu'on essaye en fait d'identifier des bactéries, des modifications de bactéries ou de groupes bactériens, mais comme je vous l'ai expliqué au début de mon exposé, nous n'avons pas tous un même microbiote. On a chacun en fait un microbiote qui nous est propre, et donc c'est assez difficile de mettre en avant des bactéries néfastes ou à l'inverse des bactéries bénéfiques, mais néanmoins on s'aperçoit qu'on est capable de voir en fait des modifications de grandes signatures de ce microbiote, et je vais y revenir. Alors, les premiers travaux qui ont mis en avant le rôle du microbiote dans le développement de l'obésité ont surtout été faits chez l'animal, et notamment par l'utilisation d'animaux qu'on appelle axéniques. Ce sont des animaux sans germes qui sont élevés dans des isolateurs, des enceintes stériles, donc ce sont des animaux qui n'ont pas du tout de flore intestinale, et on voit que lorsque l'on nourrit ces animaux avec un régime hypercalorique, elles ne prennent pratiquement pas de poids comparativement en fait à des souris normales, des souris qui ont une flore conventionnelle. Et donc on a montré que ces souris ont moins d'adiposité, ont beaucoup moins de masse grasse, et elles sont beaucoup moins insulinorésistantes, donc elles sont beaucoup moins obèses. Et on a montré en fait, de ce fait, le rôle crucial du microbiote dans le développement de l'obésité, et notamment, ces travaux ont permis de voir que le microbiote avait un rôle clé à jouer dans l'extraction de l'énergie à partir de l'alimentation.
Alors ensuite, par des techniques de transfert de flore fécale, qu'on appelle en fait de la transplantation fécale, on a pu montrer le lien causal en fait du microbiote sur le développement de l'obésité. Donc pour cela, on a transféré du microbiote de souris obèses, donc nourries avec un régime hypercalorique, à des souris axéniques, et on a vu qu'elles pouvaient, rien qu'avec le transfert de microbiote, devenir obèses, donc comparativement à des souris qui reçoivent un microbiote de souris normales, de souris minces. Donc on a montré que le phénotype était transférable. Ça a été confirmé à partir de microbiotes en fait de sujets d'humains, et notamment il y a un très joli travail qui a été publié il y a presque 10 ans maintenant, où ils ont transféré en fait le microbiote de jumelles qui ont un phénotype opposé pour l'obésité. Et ils ont montré que les souris qui reçoivent le microbiote de la jumelle obèse deviennent obèses, contrairement aux souris qui reçoivent le microbiote de la jumelle mince. Et donc ils ont confirmer le rôle transférable du microbiote. Mais il reste toujours à comprendre en fait quel est l'œuf de la poule, c'est-à-dire est-ce que c'est le microbiote qui va permettre le développement de l'obésité ou l'obésité qui va conduire à la modification de la composition du microbiote. Et ça, c'est toujours une question importante. Pardon, excusez-moi. Alors, chez l'homme, on a essayé de suivre la modification de la composition du microbiote, et chez la souris aussi au cours de l'obésité. On s'est aperçu en fait qu'on avait une modification des deux grands phyla dont je vous ai parlé dans mon introduction, les phyla Bacteroidetes firmicutes, qui sont les deux phyla majoritaires. Et on voit que chez les sujets obèses, on a beaucoup moins de Bacteroidetes que chez les sujets minces. On a une inversion, enfin une modification du rapport. Et lorsqu'on met, mais je pense que ça va pas passer, non? Lorsqu'on met en fait les sujets dans un régime hypercalorique, on voit en fait une réémergence de l'apparition des bactéroïdétes. Et donc, on peut impacter sur la composition du microbiote. Alors, bon, cette observation en fait n'a pas été retrouvée dans toutes les cohortes, et ça dépend un petit peu de l'environnement des patients et aussi des techniques utilisées, mais c'est quand même quelque chose qui est souvent retrouvé, cette inversion, enfin, cette modification du rapport des deux grands phyla. Ce qui est par contre tout le temps observé, c'est une chute très importante de la diversité et de la richesse du microbiote. On voit en fait que le microbiote de sujets obèses est beaucoup moins riche et moins divers que celui des sujets minces. Et en analysant notamment le nombre de gènes présents dans le microbiote, on s'aperçoit que chez les sujets obèses, en fait, on a des personnes qui ont un nombre de gènes beaucoup plus faible que les sujets normopondéraux, et donc on a une diminution en fait du nombre de gènes bactériens qui traduit donc la plus faible diversité. Et ce qu'on voit aussi, c'est une assez bonne corrélation entre le nombre de gènes bactériens et le risque accru de développer des désordres métaboliques, donc un syndrome métabolique associé à l'obésité comme un diabète de type 2 ou des maladies cardiovasculaires. Donc il y a vraiment une corrélation entre le nombre de gènes bactériens et le risque de développer un syndrome métabolique. Alors, bon, je pourrais vous montrer des tas d'études sur la composition du microbiote, et comme je vous disais, elles sont assez variables en fait en fonction des cohortes et des études, mais ce qu'on arrive quand même à voir, c'est la diminution de certains genres ou espèces bactériennes qui sont connues pour avoir un rôle bénéfique sur la santé humaine, et notamment d'espèces bactériennes qui sont productrices d'acides gras à chaîne courte. Et donc, comme je vous ai montré que ces molécules ont un rôle crucial à jouer sur la régulation métabolique, ça peut comprendre en fait pourquoi cette dysbiose peut conduire au développement de l'obésité. On a certaines espèces qui, aussi dans certains cas, sont augmentées, mais ça reste très difficile en fait de trouver vraiment des marqueurs des espèces qui sont néfastes ou à l'inverse des espèces qui sont bénéfiques. Néanmoins, on voit une diminution de certaines bactéries qui sont connues pour avoir un rôle bénéfique sur la santé, comme des bifidobactéries ou des lactobacilles, qu'on utilise comme probiotiques, et j'y reviendrai. Mais ce qu'on s'est aussi aperçu, c'est qu'on observe une forte réduction
au cours du temps, et là, ça a été fait, par exemple, chez la souris, parce que là, on peut vraiment suivre ce qui se passe en cinétique, une diminution de l'espèce Akkermansia mucinifila, qui est l'espèce qui compose essentiellement le phylum verrucomicrobiacé dont je vous ai parlé dans mon introduction. Et on voit même aussi chez les patients une forte diminution de ce genre bactérien, de cette espèce bactérienne. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'abondance dans cette espèce bactérienne est inversement corrélée avec les marqueurs qui sont associés à l'obésité, notamment des marqueurs de mauvais pronostic. Donc, on pourrait considérer que l'abondance dans cette bactérie pourrait être un marqueur pronostic d'évolution vers l'obésité, enfin la faible abondance. Alors, pour résumer un petit peu tout ça, au cours de l'obésité, notamment lors de la consommation d'un régime déséquilibré, ça va conduire à une perte de la diversité du microbiote avec une modification du rapport dans les deux grands phyla et aussi une diminution de l'abondance de bactéries bénéfiques pour la santé, qui sont notamment des bactéries productrices d'acide gras chaîne courte, donc qui vont diminuer leur concentration, mais aussi modifier le profil des acides biliaires. Et on observe des modifications de profil d'acide biliaire au cours de l'obésité, et notamment dans les modèles expérimentaux. Et comme ces molécules doivent interagir avec des récepteurs, les acides biliaires aussi, pour produire les peptides endocrines dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont un rôle clé sur la régulation métabolique, et comme tout cet équilibre se fait mal, puisqu'on a une dysbiose du microbiote, ça va conduire à des dérégulations métaboliques et aussi à une perte de la satiété, donc à un changement de comportement alimentaire. Ce qui est aussi important à intégrer, je vous en ai un petit peu parlé dans mon introduction, c'est que la dysbiose du microbiote va conduire à une augmentation de la perméabilité intestinale, du fait qu'on a en fait un environnement inflammatoire en favorisant le passage de composants bactériens, notamment de ce qu'on appelle l'endotoxine, en fait, qui est dérivée du lipopolysaccharide de la paroi des bactéries. Et cette endotoxine va favoriser le recrutement de cellules inflammatoires comme des macrophages qui vont venir infiltrer les organes métaboliques et notamment les adipocytes. Et en créant cet état inflammatoire au niveau des organes métaboliques, ça va conduire au développement de l'insulinorésistance. Alors en fait, on a au cours de l'obésité un remodelage du tissu adipeux avec l'infiltration de ces macrophages et une augmentation de la taille des adipocytes qui vont se charger en lipides, et on va donc avoir une chronicité de l'obésité avec un dysfonctionnement à la fois du tissu adipeux, mais aussi un dysfonctionnement des organes métaboliques, et donc conduire à toutes ces dérégulations qu'on observe dans cette pathologie. Donc, vous comprendrez aisément que du fait de ces dysbioses du microbiote, cibler le microbiote est devenu une stratégie thérapeutique intéressante. Donc, cela peut se faire par différentes techniques. On peut utiliser l'antibiothérapie, et ça peut être préconisé dans des cas d'inflammation très aiguë, mais vous comprendrez que ça va surtout perturber le microbiote, donc c'est pas l'outil de choix. Par transfert de flore fécale, et ça, pour le moment, c'est assez restreint à certaines pathologies comme les infections à Clostridium difficile. Néanmoins, il y a quelques études qui ont montré des effets probants dans le contrôle de l'obésité. Donc, dans le futur, pourquoi pas envisager cette technique, mais qui reste pour le moment très expérimentale. Et donc, l'idée, c'est plutôt d'agir sur des aspects nutritionnels en changeant de régime alimentaire, et ça, il n'y avait pas besoin de connaître tout ce qu'on sait sur le microbiote pour savoir que jouer sur le régime alimentaire est très important pour contrôler l'obésité, mais aussi, en fait, en consommant des suppléments alimentaires comme des pré- et des probiotiques, et là, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, bien évidemment, au niveau des régimes alimentaires, la consommation de régimes enrichis en fibres qui vont favoriser en fait la prolifération de bactéries bénéfiques et donc de la production d'acide gras chaîne courte va avoir un rôle clé sur le maintien de l'homéostasie à la fois immunitaire et métabolique. Et à l'inverse, des régimes enrichis en graisse et en sucre vont plutôt conduire à des dysbioses du microbiote avec une diminution des acides gras chaîne courte et une augmentation des pathobiontes, ce qui va conduire à la dérégulation du système immunitaire et métabolique et donc au développement de pathologies.
Et donc, il est important de maintenir une alimentation diversifiée et notamment enrichie en fibres. Alors, il y a toute une série de livres destinés au grand public qui vous parlent de votre régime microbiote et comment on peut, en s'alimentant différemment, essayer de maintenir un microbiote sain. Alors nous, au laboratoire, on essaye de sélectionner en fait des suppléments alimentaires comme des prébiotiques. Alors la définition d'un prébiotique, c'est une substance qui va être utilisée sélectivement par les micro-organismes de l'hôte pour conférer un effet bénéfique. Alors les prébiotiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ce sont des fibres, sont dérivés de fibres. Ils vont plutôt activer la croissance de bactéries positives, de bactéries bénéfiques, et qui sont notamment des bactéries qui vont produire des acides gras chaîne courte en fermentant ces prébiotiques. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces acides gras vont pouvoir avoir un rôle clé sur l'équilibre en fait de l'immunité, du métabolisme, de la barrière intestinale, mais aussi sur d'autres fonctions sur la protection des pathogènes. Donc, en jouant, en consommant des prébiotiques, on va pouvoir restaurer son microbiote. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été publiées avec toute une série de prébiotiques différents. J'ai choisi de vous montrer cette étude qui a été faite. En fait, il y a un groupe en Belgique, le groupe de Patrice Cagny et Nathalie Delzen, qui sont vraiment les pionniers à la fois sur l'étude des prébiotiques, mais qui ont permis aussi de voir émerger le rôle du microbiote dans l'obésité par justement l'utilisation de ces prébiotiques. Donc, ils ont montré que si on consomme des prébiotiques, il y a eu beaucoup d'études faites en modèles expérimentaux chez la souris, on voit que contrairement à des animaux obèses qui ont donc une modification du microbiote avec un changement du rapport Bacteroides-firmicutes, on voit que si on consomme des prébiotiques, on restaure cet équilibre Bacteroides-firmicutes, mais en plus de ça, on favorise l'émergence de certains genres bactériens ou certains phyla, comme les verrucomicrobiacées, donc cette bactérie Akkermansia muciniphylla qui a un rôle clé sur le développement de l'obésité. Et donc, cette équipe a pu isoler des Akkermansia, les donner aux souris, montrer en fait que Akkermansia tout seul peut protéger les souris de l'obésité, que ça passe par de nombreux mécanismes différents. Et ils en sont maintenant à des essais cliniques et à l'émergence d'une start-up qui va produire cette bactérie, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, ça favorise aussi la croissance d'actinobactéries, en particulier de bifidobactéries, et les prébiotiques étaient déjà connus pour être bifidogènes et qui ont aussi un rôle clé à jouer sur le contrôle de l'obésité. Oui. Je vous fais un petit point timing. Il vous reste environ 10 minutes. Donc, ok. Voilà, je vais essayer déjà plein de questions, donc ça va être intéressant. Voilà. Alors en fait, juste pour résumer ce qui a été fait en études cliniques sur les prébiotiques, il y a eu beaucoup de prébiotiques de testés et on a vu que à la fois chez des sujets normopondéraux, mais surtout chez des sujets en surpoids, ça participe surtout à la restauration en fait de l'homéostasie glucidique avec une normalisation de la glycémie, mais aussi un meilleur contrôle de la satiété. Alors, j'en arrive maintenant aux probiotiques. Alors, les probiotiques sont des micro-organismes, la définition des micro-organismes vivants qui vont conférer un effet bénéfique sur la santé au-delà de l'effet nutritionnel. Alors, en fait, les probiotiques, ils vont à la fois pouvoir agir sur le microbiote, ils vont pouvoir restaurer le microbiote en produisant des métabolites qui vont servir à la croissance de bactéries endogènes, mais également, tout comme les bactéries du microbiote, ils vont pouvoir agir directement sur les fonctions clés en fait de toutes nos fonctions physiologiques et donc essayer de restaurer les équilibres. Alors, au niveau de l'obésité, bien sûr, ils peuvent agir à différents niveaux. Donc, nous, on a au laboratoire mis en évidence le rôle d'un mélange composé d'un bifide et d'un lactobacille. Et on a vu qu'on arrive, en administrant ce mélange à des souris, de contrôler la prise de poids, contrôler aussi la glycémie, donc le développement de l'insulinorésistance, contrôler l'adiposité et notamment le recrutement de cellules inflammatoires vers le tissu adipeux, restaurer la composition du microbiote par rapport aux souris obèses. Et ce qui est important, c'est qu'on a vu une restauration de cette bactérie Akkermansia muciniphylla qui chute complètement chez les sujets obèses. Et donc, on peut restaurer Akkermansia par des prébiotiques, mais aussi par des probiotiques.
Alors, ça va passer par toute une série de mécanismes. Je n'ai pas le temps de tout détailler, mais en fait, c'est tout ce que je vous ai montré avec le microbiote. En restaurant l'équilibre du microbiote, on va impacter, en fait, à la fois sur la barrière intestinale et toute cette régulation métabolique par la production d'acides gras chaîne courte et l'activation de peptides endocrines. On va pouvoir agir aussi sur le système nerveux central et sur les organes métaboliques. Alors, il y a eu aussi beaucoup d'études cliniques qui ont été faites avec des probiotiques traditionnels. Globalement, donc là, c'est une méta-analyse qui a été publiée il y a 2 ans. On voit un effet significatif chez des sujets en surpoids, mais relativement limité chez des sujets vraiment obèses, avec une IMC de plus de 30. Par contre, on voit quand même des effets probants chez des patients atteints de diabète de type 2, donc un impact sur l'homéostasie glycidique et aussi sur les fonctions hépatiques, sur les transaminases ou les marqueurs de stéatose hépatique. Alors, le problème dans tout ça, c'est les aspects réglementaires. Peut-être qu'on pourra y revenir au cours de la discussion. C'est qu'en fait, ces aliments, ces suppléments alimentaires sont considérés comme des suppléments qui vont être destinés à monsieur tout le monde et donc plutôt jouer un rôle sur le maintien de la santé et le bien-être. Et donc, c'est très difficile d'obtenir des allégations de santé par les autorités européennes, notamment par l'EFSA. Donc, on s'oriente plutôt vers des aspects médicaments, c'est-à-dire des revendications médicales pour des pathologies bien ciblées, en utilisant notamment plutôt des pharmabiotiques ou des laves biothérapeutiques qui sont issus de bactéries commensales, donc de bactéries du microbiote. Mais là, en fait, on se heurte aussi à l'obtention d'autorisation de mise sur le marché, et notamment parce qu'il s'agit de bactéries vivantes, et donc ça va être très difficile d'obtenir des autorisations comparativement à des molécules chimiques. Donc on essaie en fait d'identifier des métabolites, des composants bactériens qui pourraient être utilisés comme molécules thérapeutiques. Et puis, comme je vous le disais, on s'est intéressé à Akkermansia mucinifila et notamment à utiliser des bactéries inactivées par la chaleur. Et effectivement, Akkermansia a pu être mis sur le marché, en essai clinique par une start-up Amansia sous la forme pasteurisée. Et c'est la première bactérie en fait qui a reçu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'EFSA pour traiter des pathologies cardiovasculaires. Et donc, ils ont montré au cours de ces études cliniques un impact positif sur toute une série de marqueurs associés à l'obésité. Alors, nous, au laboratoire, on prend le sujet à l'inverse. Plutôt que de choisir à sélectionner des bactéries qui sont déficientes chez les patients, on a étudié une grande collection de souches isolées du microbiote en utilisant toute une série de criblages in vitro pour trouver des souches anti-inflammatoires, des souches qui restaurent la barrière, des souches qui induisent des peptides entéroendocrines, et on les a testées chez l'animal dans un modèle d'obésité, et on voit que dès qu'on administre ces souches, donc en utilisation thérapeutique, on contrôle complètement le développement du poids corporel comparativement aux souris contrôle qui continuent de grossir énormément. Et donc, ça s'associe avec un impact sur l'adiposité, l'inflammation, le développement d'insulino-résistance, et ça pourrait passer par certains mécanismes comme une activation de la thermogénèse ou le métabolisme des acides biliaires. Donc, je vais m'arrêter là et résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit. Je pense que j'ai parlé très vite, mais pour essayer de vous en dire le maximum dans le temps qui m'était imparti. Donc, en fait, on sait que notre intestin est colonisé par un microbiote qui est complexe et diversifié, avec une composition qui est variable d'un individu à l'autre, même si on retrouve les mêmes grands filets. Et son implantation à la naissance est vraiment cruciale pour le développement de pathologies ou le maintien de notre santé à l'âge adulte. Il y a de nombreuses fonctions qui sont attribuées au microbiote intestinal, des fonctions sur le système immunitaire, métabolique ou sur le comportement. Et en particulier, il participe à la régulation métabolique par de nombreux mécanismes différents. La composition du microbiote peut être perturbée, c'est ce qu'on appelle une dysbiose, à la fois dans sa composition et dans sa fonction, et ça conduit au développement de pathologies chroniques, dont l'obésité, mais ça participe aussi au processus de vieillissement. Et donc, le microbiote peut devenir la cible d'intervention thérapeutique nutritionnelle, soit par des changements de régime ou par la consommation de pré ou de probiotiques.
Voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc je pense que vous aurez compris qu'il est important de mieux connaître et comprendre comment agit cet ami invisible qu'est le microbiote et qu'il est aussi important de maintenir son équilibre pour notre santé. Voilà, je suis maintenant libre pour les questions. Super, merci beaucoup Corinne. Peut-être vous pouvez, pour qu'on vous voit mieux, couper votre présentation, votre partage d'écran. Bravo pour l'exercice extrêmement complexe de synthétiser l'état de l'art et l'état de la science. Et merci d'avoir fait cet effort de vulgarisation pour les professionnels de santé du terrain qui nous suivent, parce que c'est vraiment à ce public-là que s'adresse l'Institut Nutrition. Alors, j'espère que toutes les personnes qui ont posé des questions ne vont pas me détester parce qu'il faut forcément que je commence par une et puis peut-être qu'on n'aura pas tout le temps de les prendre. J'ai une question intéressante où vous avez fait mention d'une étude où l'on a transporté, on a montré que si on implante, ou alors je ne sais même pas si vous en avez parlé finalement de celle-ci, si on implante un microbiote d'obèse dans une personne mince, ça va le faire grossir. Est-ce que l'expérience inverse a déjà été faite ? Et du coup, si oui, avec quel type de bénéfice ? Alors, l'expérience inverse, bon, forcément, c'est chez la souris, hein, de toute façon. Alors, ce qu'il y a, c'est des expérimentations de cohabitation et on voit que c'est assez difficile en général de réverser, mais il peut y avoir des effets aussi inverses. Il y avait une question concernant le lien entre le microbiote et le développement de maladies auto-immunes. Donc, je crois que vous y aviez partiellement répondu un petit peu plus tard dans votre présentation, mais parce que vous avez mentionné notamment la maladie cœliaque. Est-ce que vous avez quelques compléments à apporter ? Moi, je suis pas du tout une experte de ce domaine-là, mais oui, il y a un rôle à jouer. Je pense que effectivement dans la maladie cœliaque, il y a un rôle du microbiote, mais bon, c'est une pathologie digestive, donc ça paraît évident. Pour des pathologies immunitaires plus générales, je pense aussi que ça a un rôle à jouer. Bon, dès l'instant où ça maintient l'équilibre du système immunitaire. Maintenant, pour des gens qui ont une pathologie auto-immune très spécifique, j'avoue que je pourrais pas en dire plus. Oui, bien sûr. Alors, moi, je pose une question et qui rejoint une de celles qui a été posée également sur le chat. C'est quand on se parle d'une alimentation riche en prébiotiques et en probiotiques, est-ce qu'il faut supplémenter ou est-ce que l'alimentation seule, avec une intervention nutritionnelle sans micronutriments, peut suffire et quel est le délai de restauration du microbiote sous pré et probiotiques ? Alors, l'alimentation, je pense que c'est vraiment crucial parce que c'est là où on va pouvoir jouer sur le long terme. Si on est capable en fait de changer son alimentation de façon durable. Et il y a beaucoup d'études d'intervention nutritionnelle qui le montrent. Il y a notamment justement dans l'équipe de Nathalie Delzen où il s'intéresse beaucoup à ces aspects-là. Elle a fait des études sur ça a été publié sur des interventions d'aliments très très riches en fibres. Et là, il voit un impact. Après, c'est vrai que bon, c'est toujours assez difficile de réverser un état assez avancé. Les pré et les probiotiques, le problème des pré et probiotiques sont surtout les probiotiques sont des micro-organismes qui ne vont pas persister. En fait, qui ont du mal à rentrer en compétition avec la flore endogène et donc qui vont avoir du mal à complètement… parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le microbiote est relativement résilient. On a beaucoup de mal à le modifier complètement. C'est pour ça qu'on s'intéresse à la transplantation fécale, parce que là, on va plus ou moins détruire le microbiote de la personne par des traitements assez drastiques d'antibiothérapie pour lui réimplanter un microbiote plus équilibré. Quand on donne en fait des probiotiques, on va avoir du mal à rentrer en compétition avec le microbiote endogène. Donc c'est souvent en fait des effets court terme et donc il faut faire des cures
assez répétée. Néanmoins, bon, il y a quand même des essais cliniques qui montrent, je vous le disais, surtout des sujets en surpoids, des effets probants, et en particulier sur les désordres associés. On n'a pas toujours des effets sur le poids, mais plus sur une normalisation des marqueurs associés à l'obésité, comme l'insulinorésistance, enfin le diabète, le marqueur de glycémie ou les marqueurs hépatiques. Et c'est peut-être là où il y a un intérêt important à jouer. Merci beaucoup. Une question concernant des études qui auraient pu être causées sur des obésités en lien avec des troubles du comportement alimentaire. On a vu des interactions de signaux de régulation de la prise alimentaire qui est normalement une fonction effectivement homéostatique. Est-ce que vraiment sur cette typologie de personnes qui atteignent un seuil de surpoids ou d'obésité en lien avec des troubles de dérèglement, étant donné qu'il y a cet axe intestin-cerveau, est-ce qu'il y a des études spécifiques sur ce type d'obésité et l'impact que sur le microbiote? Est-ce qu'on s'y prendrait différemment avec ce type de profil de patient? Je pense qu'effectivement, si on était capable de vraiment modifier très fortement la composition du microbiote, on pourrait jouer sur le comportement alimentaire. Le problème, c'est qu'on a du mal à modifier ce microbiote qui est assez résilient. Et donc, c'est quand même un paramètre qui n'est pas toujours facile à atteindre. Mais il y a quand même des études, hein, comme je l'ai montré dans la méta-analyse, où ils voient un effet sur la prise alimentaire. Bon, nous, chez l'animal, où c'est un peu plus facile à aborder, on n'a pas un impact vraiment important quand on donne des pré- ou des probiotiques. Enfin, moi, c'est surtout des probiotiques que j'ai étudiés sur la prise alimentaire. Et pourtant, bon, voilà, c'est censé agir. On a une diminution des taux de leptine, par exemple, donc normalement la leptine est aussi là pour contrôler la prise alimentaire. Dans certaines expériences, j'ai même vu, en regardant au niveau de l'hypothalamus, donc qui est le siège en fait où la leptine va se fixer à des récepteurs et induire la synthèse de propiomélanocortine ou de neuromédiateurs qui ont un rôle sur le contrôle de la satiété. On voit des choses qui se passent, mais on n'a pas un impact considérable sur la prise alimentaire. D'accord. Alors peut-être que j'ai deux dernières questions qui sont peut-être peut-être qu'on a été malgré l'effort de vulgarisation assez technique et puis ensuite on vous a aussi contraint à aller très vite. Est-ce que vous avez des sources, des références d'études où on pourrait, pas d'études, pardon, plutôt de documentation sur ces aliments qui sont riches en prébiotiques et aussi ceux qui contiennent des probiotiques, puisque comme j'entends que le microbiote est résilient, une fois que du coup on a un microbiote avec une diversité qui est moindre, on aura du mal sans intervention lourde à revenir en arrière. Donc moi j'entends qu'il y a un vrai enjeu de prévention. Ça rejoint d'autres recommandations de santé publique d'enrichir l'alimentation en fibres. Est-ce qu'on peut citer quand même prébiotiques, où est-ce que ça se trouve, probiotiques, où est-ce que ça se trouve? Alors les prébiotiques, ce sont globalement des fibres. Alors toutes les fibres ne sont pas des prébiotiques, mais globalement, les prébiotiques sont majoritairement des fibres, donc on en trouve à l'état naturel dans beaucoup de végétaux, hein, que ce soit des aliments, des végétaux classiques ou des aliments riches en fibres comme des céréales. Enfin, il y a beaucoup d'aliments qui contiennent des fibres. Après, sur le marché, on a des prébiotiques qui sont en fait des ingrédients qui vont être purifiés, hein, qui sont fabriqués par voie synthétique à partir de fibres, comme des oligofructosaccharides, des galactosaccharides, de la pectine, etc. Alors, le problème, il est que, comme je vous le disais, j'ai pas trop eu le temps d'insister là-dessus, mais il y a un contrôle en fait des réglementations européennes sur les revendications santé de ces produits-là. C'est très difficile en fait de trouver des prébiotiques et aussi des probiotiques qui ont été testés et qui donnent des effets bénéfiques dans le contexte du contrôle de l'obésité.
Donc, ça reste un domaine très compliqué parce que les industriels n'ont pas le droit de faire de revendications de santé. Donc, on a fait des tas d'études. Hein. Nous, on collabore avec des partenaires industriels pour étudier des souches probiotiques et on a pu sélectionner des souches intéressantes. Mais pour le moment, il n'y a pas de produit vraiment mis sur le marché avec l'étiquette. Alors, vous en trouvez, oui, sur Internet, mais il faut faire très attention parce que c'est pour ça d'ailleurs que les instances européennes sont très frileuses. C'est qu'il y a eu beaucoup de produits qui ont été mis sur le marché sans véritable comment dire, démonstration à la fois par des modèles expérimentaux puis des études cliniques de leur efficacité dans une pathologie ciblée. Alors, peut-être pour la dernière question, en fait, j'en ai deux, donc je vais d'abord poser. On sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intolérantes aux FODMAP dans les pays développés ou qui ont une alimentation, je dirais, moderne et très transformée. Du coup, les FODMAP, c'est ce qui contient des probiotiques. Notamment, c'est ce qui les oligo-fructosaccharides, etc. Comment on va faire du coup? Parce qu'il y a un moment où en fait on se mord la queue, il y a des couches de problématiques qui s'appuient les unes sur les autres, quoi. Alors moi, je suis pas nutritionniste, hein, donc c'est vrai que je sais pas comment on peut s'adapter à la consommation de fibres, mais bon, faut essayer. Je crois. Enfin, une fois, j'avais pu discuter un petit peu avec une nutritionniste qui s'intéressait à ces aspects-là et qui m'avait dit qu'on peut essayer petit à petit de réintroduire certains aliments dans l'alimentation des personnes qui présentent des intolérances au FODMAP. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu c'est un peu problématique, mais je ne sais pas si c'est spécifiquement lié aux gens qui ont des pathologies métaboliques d'avoir ces genres de... Eh ben, a priori, non. Donc, on va peut-être s'en sortir. Pas particulièrement. Je sais que c'est un problème pour les patients qui souffrent de maladies inflammatoires, où on leur déconseille justement ces aliments-là. Or, on sait que ces aliments ont un rôle sur l'équilibre du microbiote. Donc, c'est effectivement un problème. Oui, c'est à observer en tous les cas. Moi, j'avais une question aussi autour de... On a vu que c'était un monde merveilleux à l'intérieur, avec des pouvoirs très structurants sur notre bon état de santé. Moi, je suis nutritionniste aussi, diététicienne, et il m'arrive de rencontrer des patients qui sont très désœuvrés parce que les gastro-entérologues, qui sont les médecins qu'on va consulter quand on a mal au ventre, quand on a des problèmes, en lien avec tout ça, ne voient pas. En fait, les examens qui sont faits aujourd'hui de santé générale, enfin, je sais pas, dans ce qui est dans les prises en charge qui sont proposées. Aujourd'hui, c'est des aspects qu'on ne va pas venir mesurer, en fait, sauf certains laboratoires privés qui vont venir avec l'analyse des sels, pouvoir un peu travailler sur la composition des microbiotes. Comment ça se fait que ça se démocratise, que la recherche explose je pense qu'effectivement, on voit que la recherche explose, mais c'est encore une grosse boîte noire, hein, néanmoins. On voit dans les grands articles scientifiques, on arrive plutôt vers une médecine personnalisée, puisqu'on a tous, comme je disais, un microbiote qui nous est propre, et donc on va avoir des personnes qui vont être plus ou moins résistantes ou sensibles à l'utilisation d'ingrédients, que ce soit des prés ou des probiotiques, ou même des changements nutritionnels. Il y a des gens qui vont être plus ou moins résistants selon leur microbiote. Et donc, effectivement, je pense que dans le futur, mais bon, c'est encore pour le moment du domaine du futur, on risque justement de faire dans les bilans des analyses du microbiote et de proposer des stratégies bien ciblées. Mais pour le moment, comme je vous disais, c'est tellement une boîte noire, on voit effectivement des signatures, mais on a tous un microbiote qui est différent, mais bon, il y a quand même des études de plus en plus poussées qui pourraient indiquer qu'en fonction de la composition de son microbiote, on pourrait être plus sensible à tel produit ou tel autre. On devrait pouvoir se diriger vers ces stratégies dans le futur, mais bon, c'est pas encore... Puis bon, les techniques se démocratisent, parce que jusqu'à présent, c'était très cher.
très coûteux. Ça devient de plus en plus abordable, mais bon, de là à le faire pour toutes les études. Ouais, je comprends. Bon, dans les cas, on sent qu'il y a un champ thérapeutique avec des solutions qui pourraient vraiment advenir. Et c'est vrai qu'on aime bien cette notion de nutrition personnalisée à l'Institut Nutrition. Alors, elle est très technique, en fait, cette notion, mais on peut aussi l'entendre, moi, en tant que psychonutritionniste. En fait, notre façon de nous alimenter, c'est vrai avec notre microbiote, mais c'est vrai avec notre histoire tout à fait personnelle aussi. De toute façon, on ne peut avoir qu'une nutrition personnalisée. Et donc, c'est vraiment intéressant. Bon, il est 44, alors je me retiens sur la dernière question qui fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire sur les transformations, parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'Institut Nutrition, au sujet âgé, et de se dire, est-ce que chez ces personnes-là, la prise de probiotiques, quel est l'impact du vieillissement sur l'état du microbiote, interaction vieillissement et microbiote qui est, je pense, un vrai choc. Du coup, je vais pas aborder, mais effectivement, on voit qu'il y a des perturbations du microbiote au cours de l'âge. Il y a eu des études assez intéressantes à comparer des populations dans des pays où on vit beaucoup plus vieux ou dans des villages où il y a des centenaires, et donc on s'est aperçu qu'il y a des grosses modifications. Et puis, il commence à y avoir des études justement pour voir si ça peut impacter sur le vieillissement. En tout cas, je pense que le plus important, c'est maintenir le bien-être plutôt que de jouer sur le vieillissement. Et là aussi, il y a un grand champ, je pense, à jouer dans ce domaine-là. Très bien. Alors, il y a beaucoup de commentaires pour vous, docteur Corinne Grangette, qui vous remercie pour votre exposé brillant et synthétique. Et moi, évidemment, au titre de l'Institut Nutrition, je vous adresse tous nos sincères remerciements. Je ne vais pas parler trop vite, mais j'ai voulu donner un maximum d'informations, mais c'est vrai, c'est un peu frustrant parce que on aurait voulu aller un peu plus loin dans certains aspects. On pourrait en parler des heures, en fait. Bien sûr. Et vous avez dédié une partie de vos recherches et de votre vie à ce sujet. Merci de nous avoir fait l'honneur de partager ça avec nous. Et je peux vous assurer que, en tous les cas, les commentaires sont dithyrambiques et tous vous remercient pour la clarté de votre exposé. Merci beaucoup. Merci. L'Institut Nutrition vous donne rendez-vous au mois de juin, a priori, pour son prochain webinaire. Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter et à revoir le replay sur notre chaîne YouTube. La newsletter vous donnera accès à nos prochaines publications, notamment sur des travaux prospectifs qui ont été menés par l'Institut Nutrition sur l'alimentation des seniors à horizon 2030. Et puis en fait, peut-être qu'il y aura d'autres webinaires. Quand je vois le succès de celui-ci, ça donne envie de faire des rendez-vous très réguliers. Donc, merci de votre fidélité et merci encore, docteur Corinne Grangette de l'Institut Pasteur de Lille. Merci beaucoup et merci à tous pour votre écoute. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.